Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va parler de l'intelligence intuitive. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Comment faire pour la développer? Comment faire suffisamment confiance en son intuition pour agir? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec mon invitée Vanessa Mielzarek. Alors Vanessa, bonjour. Et Bonjour. merci de participer à ce podcast. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'intelligence intuitive. Tu animes régulièrement des conférences, des stages sur le développement de l'intuition. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé, que tu t'es intéressé de si près au domaine de l'intuition? En fait, toute jeune, je me suis intéressée à la parapsychologie, aux arts divinatoires, à tout ce qui était de l'ordre du paranormal, parce que j'avais une question vraiment qui m'intriguait, et cette question tournait autour de la destinée. Je me demandais, en fait, dès l'âge de 20 ans, peut-être parce que je cherchais ma voie ou je cherchais vraiment quel sens j'allais donner à ma vie. Et en fait, voilà, les questions qui me venaient à l'esprit, c'était est-ce que le destin existe? Avons-nous un destin prédéterminé? Et si justement on a un destin, est-ce qu'il est possible de modifier certains éléments, certains paramètres? Voilà, c'était mes questions mes questions toutes jeunes. Et donc, du coup, pour avoir des réponses à cela, je me suis intéressée donc à l'astrologie, au tarot. J'ai suivi des formations dans ces domaines aussi. Donc, ça m'a donné des éclairages. Et en même temps, je n'étais pas complètement satisfaite de cela, même si j'ai fait aussi une formation en parapsychologie. Donc là, c'était plutôt pour développer toutes nos qualités, nos aptitudes psychiques et extrasensorielles. Donc ça m'a appris énormément sur nos capacités humaines. Voilà, mais ça répondait toujours pas à mes questions. Et donc j'ai commencé en fait à faire un travail pour devenir thérapeute. Parce que parallèlement à ce cheminement de formation, une des réponses que j'ai obtenues en m'interrogeant, en étant vraiment en contact avec moi, une des réponses que j'ai eues, c'était que ma voie, en tout cas une grande partie de ma voie professionnelle, tournerait autour de la relation d'aide. Et donc, tout naturellement, je me suis tournée vers la psychothérapie. Donc, je me suis formée à différentes grandes approches de la psychothérapie, de la thérapie, comme analyse transactionnelle, PNL et autres, ce qui se faisait beaucoup aussi à l'époque. Et puis, sur mon parcours, j'ai suivi une formation en intuition, dans le développement de l'intuition. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce qu'en fait, l'intuition nous ramenait vraiment à nous, à notre propre guidance intérieure. Donc là, c'était, pour moi, j'avais quelques réponses supplémentaires qui me disaient que finalement, eh bien, même si les astres nous donnent des éléments sur nous-mêmes, sur notre cheminement, mais que finalement, plus profondément, avec notre intuition, je pouvais avoir mes propres réponses à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai continué cette recherche par rapport à l'intuition et j'ai animé pour cette école pendant quelques années jusqu'à ce que cette école ferme en 1998. Et à partir de là, comme j'étais toujours autant passionnée par l'intuition, j'ai commencé à faire mes propres recherches et à créer mes propres programmes. Si bien que jusqu'à maintenant, l'intuition a été vraiment au cœur de mon travail, que ce soit dans mon école de coaching, que dans mes ouvrages, comme tu disais, Moutassem, tout à l'heure, oui, j'ai écrit peut-être 7 ou 8 ouvrages au sujet de l'intuition, parce qu'il y avait sans cesse, non pas de la nouveauté, mais des nouvelles clés que je mettais en évidence, et j'avais vraiment envie de les partager. Et puis c'est là où je me situe aussi. J'ai envie de partager, de donner ce que j'ai trouvé, ce que j'ai compris, parce que ça peut servir à un plus grand nombre de personnes. Voilà, ça c'est pour parler un petit peu de mon trajet par rapport à l'intuition.
D'accord, oui, donc ça a répondu à un besoin et comme tu l'as bien expliqué, au départ tu as utilisé comme des filtres extérieurs, des aides extérieures pour Oui, savoir quel choix faire, quelle direction prendre et tout d'un coup tu découvres que on peut trouver ces réponses en soi et que c'est quelque chose qui est accessible et qui est vraiment proche de qui on est. Voilà, ça doit être très attrayant comme réalisation. Euh, alors, tu as un peu parlé de l'intuition. Donc, est-ce que tu peux définir l'intuition pour les personnes qui ne connaissent pas? Comment on pourrait la définir? Qu'est-ce que c'est l'intuition? donc l'intuition est une aptitude qui est à notre disposition et que nous soyons hommes ou femmes, parce que bien souvent on parle de l'intuition féminine. Et en fait, on parle d'intuition féminine parce qu'en principe, les femmes sont beaucoup plus réceptives à leur intuition. Mais les messieurs, autant que les femmes, ont de l'intuition. Et quand j'ai cherché un petit peu d'où vient-elle, et justement, a-t-elle une réalité physique, physiologique, en fait, c'est la neuroscience qui m'a appris beaucoup de choses sur ce thème. L'intuition, en fait, elle est une faculté de notre hémisphère droit du cerveau. Nous sommes dotés du néocortex qui est divisé en deux avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère droit nous met en lien avec toutes nos qualités, nos aptitudes de sensibilité, d'émotion, d'imagination, donc des aptitudes que l'on peut dire aussi féminines. Et l'hémisphère gauche, lui, nous donne des aptitudes aussi qui sont plus dites masculines, dans le sens où nous sommes en lien à ce moment-là avec une intelligence qui est beaucoup plus rationnelle, nous avons accès à la logique, à une forme d'apprentissage qui est un petit peu plus mécanique. Et donc en fait, nous sommes dotés de ces deux cerveaux, donc deux intelligences, et pour moi il y en a une troisième qui est aussi l'intelligence émotionnelle. Et il y a une sorte de cohabitation entre toutes les différentes sphères cérébrale et donc l'intuition en l'écoutant, en la développant en fait, nous donne accès à toute une gamme d'informations. Puisque on peut dire aussi que c'est un mode de perception de la réalité. Je perçois et je comprends une situation grâce à mon raisonnement, le côté logique, mais aussi grâce à mon intuition. Et moi, ce que j'ai remarqué dans toute mon expérience à la fois personnelle et professionnelle, c'est que nous utilisons notre intuition beaucoup plus que nous n'imaginons. C'est-à-dire qu'elle est présente pour des détails mineurs de notre quotidien et également pour des questions qui sont plus majeures, en fait. Voilà, on peut dire aussi que c'est notre sixième sens. Habituellement, on parle des cinq sens qui nous aident à appréhender la vie, à appréhender l'existence. Et l'intuition est souvent considérée aussi comme le sixième sens, un sens encore plus élaboré qui nous donne des informations encore plus fines et qui s'appuie justement sur tous nos canaux de réception sensorielle. D'accord. Donc oui, là je retiens quelque chose que je trouve intéressant, c'est que cette notion que l'intuition c'est un peu du domaine aussi du ressenti, parce que c'est vrai que très souvent lorsqu'on réfère à l'intelligence, notamment dans la prise de décision, c'est souvent une intelligence rationnelle, on va mettre en mots les choses, on va peser le pour et le contre, on va tendance à contraster les choses, à essayer de les rendre tangibles. Et à l'opposé de cela, il y a donc cette intelligence intuitive qui, elle, est plus... voilà, j'ai l'impression que c'est plus une sensation globale, plus corporelle, plus sensorielle que le simple fait de réfléchir et de mettre en mots notre recherche de décision. Oui, tout à fait. Et elle est aussi dans ce que tu dis, Moutassem, elle a une sorte de fulgurance. Et c'est pour cela que quelquefois prendre une décision quand on est un petit peu trop dans notre côté rationnel ou mental habituel, justement on pèse le pour et le contre et à un moment donné on peut avoir trop d'informations. Si bien qu'il est difficile de prendre une décision. Ou quand on prend une décision, après on se met à douter, est-ce que c'était la bonne décision? Et avec l'intuition, elle a une particularité qui est très intéressante mais qui est déroutante aussi, c'est qu'en fait, elle fait en fraction de seconde
une sorte d'analyse de données sans que l'on sache comment est-ce qu'elle est parvenue à faire cette analyse. C'est-à-dire que l'intuition nous révèle l'aboutissement de l'information. Et c'est assez déroutant parce que bien souvent, quand on a l'intuition, c'est-à-dire on a le résultat tout fini, mais on ne sait pas comment on a eu ce résultat-là. Et le petit souci, c'est que si notre entourage nous demande, ben oui, mais comment tu peux être sûr que ce que tu me dis, c'est la bonne décision? Eh bien là, on est un peu incapable de pouvoir décrire le processus par lequel elle est passée. En fait, elle a, comment dire, cette aptitude à faire toutes sortes de liens à l'intérieur de nous pour nous révéler en fait la juste décision à prendre. Après, l'autre question, l'autre thème, c'est est-ce qu'on a suffisamment confiance en nous pour suivre notre intuition? Parce que justement, comme on n'a pas d'appui rationnel pour l'expliquer, ça nous demande une sacrée confiance en nous pour la suivre. Hein, c'est comme si quelquefois on a l'impression de nous jeter un peu dans le vide ou aller sur une voie où il n'y a pas de filet de sécurité, parce que justement nous avons ce résultat final qui est bien souvent anticipé. Hein, c'est ce qui m'a beaucoup intriguée aussi avec l'intuition, c'est qu'elle nous met en phase avec notre côté visionnaire. Hein, ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont à leur disposition. C'est comme une sorte de clairvoyance, c'est-à-dire qu'elles voient les choses, hein, des situations, des faits, et quelquefois même des problèmes. Elles les voient avant que tout dans la réalité ne soit déjà mis en place. Et les personnes qui sont bien en contact, disons, avec elles-mêmes, ont cette aptitude-là de bien développer. C'est une sorte de clairvoyance, de lucidité, d'anticipation. Hein. Il y a des gens qui ont cette aptitude-là de prévoir les choses avant que ça n'arrive. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est si par exemple, je prévois une situation où je me dis, oh là là, ça va être compliqué hein, de mettre ça en place, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre d'informations? En fait, on a accès à cela, enfin ça c'est dans ma conception des choses, c'est parce que nous avons cette possibilité d'agir sur les faits. D'où ma question du début de notre interview, c'est sur la destinée, est-ce qu'on peut changer les choses dans notre destinée? Et c'est là où j'ai compris, en fait, à travers toutes mes expériences, que, eh bien, pour certaines choses qui sont directement liées à nous, eh bien, oui. Dans le sens où si, justement, j'entrevois une difficulté à arriver, j'ai cela pour pouvoir, justement, modifier certains des paramètres au jour d'aujourd'hui, à l'instant présent. Ça peut être me modifier moi-même, hein, changer mon attitude. Ça peut être aussi changer le projet, changer des données dans le projet. Peut-être par rapport à mes partenaires ou des décisions qu'on est en train de prendre. Vous voyez, avec l'intuition, il y a une collaboration, c'est-à-dire que même si elle me délivre des informations, sur certaines informations, j'ai la possibilité d'agir dessus. Quand c'est directement lié avec moi, hein, quand c'est en lien avec des actions que je suis en train de mettre en place. D'accord. Alors, donc là, il y a pas mal d'informations. Donc, déjà, il y a j'ai l'impression cette notion de lâcher prise pour pouvoir écouter son intuition. Et dès lors qu'on va repartir dans les doutes, ou être influencé par le regard des autres, on va oublier l'intuition, on va plutôt se reposer sur l'intellect, sur le rationnel qui va rassurer, parce qu'on a l'impression que si c'est un choix bien réfléchi, c'est plus facile d'y aller ou de ne pas y aller. Mais par contre, la limite du rationnel, la limite de la réflexion, c'est que la réalité est tellement multifactorielle. C'est pas seulement la tête qui décide, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est notre âme, c'est tout notre être. Et pour cela, l'intuition semble être plus équipée
parce qu'elle a cette capacité de piocher dans toutes ces parties de notre être pour nous amener dans une direction ou dans un choix qui va plus nous convenir et plus nous refléter. Donc il y a déjà comment faire déjà pour suffisamment lâcher prise et écouter son intuition, parce que tu as dit que certaines personnes ont naturellement cette attitude, qui sont un peu visionnaires dans leur façon d'être, mais beaucoup de personnes sont tellement attachées aux besoins de sécurité qu'elles ont du mal à calmer le mental pour écouter cette intuition et ensuite pour agir par rapport à cette intuition. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour faire ce pas et davantage écouter leur intuition? Oui, pour pouvoir faire confiance, parce que c'est cela en fait dont il est question, pour faire confiance à l'intuition, déjà il est important de se faire confiance à soi-même. Et c'est là où j'ai préparé quelques clés que je vais vous donner. Des clés qui sont vraiment pivots, qui sont vraiment essentielles pour être à l'écoute de l'intuition. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé donc, du côté visionnaire, et qui s'appuie donc sur le sens de la vision, du visuel. Il y a aussi une autre aptitude que nous avons en lien avec l'intuition, c'est la capacité de ressentir. Ça, c'est avec notre côté kinesthésique. Parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles, qui sont bien en contact avec leurs émotions, qui, à ce moment-là, donc, ressentent, donc là, le corps est le médiateur, elles ressentent des informations, elles ressentent l'état d'une personne, elles ressentent le fait qu'il faille faire telle ou telle action. Donc, il y a le ressenti. C'était juste pour compléter sur le moyen que l'intuition elle a trouvé pour venir à notre conscience. Et un des autres moyens, c'est aussi le côté auditif. Quelques personnes sont très auditives, c'est-à-dire qu'elles sont bien en lien avec leur dialogue interne. C'est-à-dire qu'elles entendent, et là on parle de la petite voix, elles entendent des informations, et bien souvent on parle d'intuition pratique. Ce sont des informations qui leur donnent des petites directives. Fais ceci, va à tel endroit. Et à chaque fois qu'il y a une intuition, ça j'en ai pas parlé, chaque fois qu'il y a une intuition, c'est parce que ça répond à un besoin intérieur, à une demande intérieure. C'est le moteur de l'intuition, c'est se poser des questions, c'est être le plus possible en lien avec soi et dans la conscience justement de ce dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on peut être guidé. Si je ne me demande rien, je ne recevrai rien en fait. C'est un peu, il y a une sorte de logique là-dedans. Et la demande, elle n'est pas forcément consciente. Ça peut être quelque chose qu'on demande inconsciemment ou qu'on... Voilà. C'est lorsque on sent qu'on a besoin d'avancer vers tel domaine. Bien souvent, c'est un facteur moteur pour déclencher le processus intuitif. Parce que dans son but ultime, c'est de nous donner des éclairages, des éléments, des informations. Quelquefois, je la compare aussi à une boussole ou un GPS. Mais pour ça, il faut avoir une petite idée de là où on veut aller. Et elle, à ce moment-là, c'est son job de nous donner la directivité, les directions. Et pour l'écouter, justement, alors des clés pour amplifier la confiance. Donc, je parlais de confiance en soi parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Se faire confiance, c'est savoir qu'on peut se fier à soi. C'est aussi savoir que nous savons et nous saurons prendre les meilleures décisions possibles, que nous avons un côté autoprotecteur qui est bien développé. Tout à l'heure, Moutassem, tu parlais de quelque chose d'intéressant, c'est la sécurité intérieure. Et justement, se faire confiance, ça veut dire que je me fais suffisamment confiance pour savoir que quelles que soient les décisions que je vais prendre, elles vont être bonnes. Et bien souvent, dans notre époque actuelle, justement, cette confiance, elle est mise à dure épreuve, parce qu'en fait, on peut être assez bousculé par la vie, par
toutes sortes d'événements de l'existence, qu'elles soient tout à fait personnelles, toutes les difficultés, que ce soit au sein d'un couple, de la famille, on peut être fragilisé au niveau personnel, au niveau du travail aussi, il y a beaucoup de stress et tout ça, ça nous fragilise dans notre identité, dans notre moi profond et du coup dans nos bases et dans la sécurité, j'allais dire, mais c'est ça, dans la sécurité, la confiance et l'estime de soi-même et l'image de soi. Tout ça, ça forme vraiment un tout. Et ce qui est en lien avec tout cela, donc, c'est le paramètre de la confiance. Alors, pour amplifier cette confiance en soi, le premier des points que j'ai envie de vous partager, c'est pour combler cette insécurité qui est assez collective, c'est cultiver en fait une attitude intérieure. C'est l'attitude de la confiance. Et pour cela, je vous conseille un petit exercice, c'est de temps en temps, faites le point pour apprécier tout ce que vous avez, tout ce qui fait partie de votre vie. Que ce soit au niveau matériel, qu'au niveau relationnel, qu'au niveau professionnel, au niveau personnel, de faire une sorte de listing, tout simplement, un petit listing de tout ce que vous avez dans la vie, parce que le manque de confiance est aussi creusé par l'idée du manque que l'on peut avoir. Parce que bien souvent, on en veut toujours plus. On est dans une sorte de course pour nous combler, pour avoir, je ne sais pas moi, le dernier appareil de ceci, de cela, le dernier truc qui va nous faire du bien. Et en fait, de temps en temps, d'appuyer sur pause et de se dire, bon, ok, j'ai plein de désirs, plein d'envies, mais en fait, qu'est-ce qui est déjà dans ma vie, qu'est-ce qui est à ma disposition? Et même par rapport au bien matériel, c'est important de reconnaître, si on a un appartement qui est sympa, et bien de se dire, bah oui, finalement, c'est super, j'ai un appartement qui est sympa, qui me correspond, j'ai un réseau amical qui me comble, je peux compter vraiment sur telle personne et telle autre personne, tu vois. Ça nous remplit. Et le fait que ça nous remplisse, ça nous permet justement d'asseoir davantage cette sécurité intérieure. Donc voilà, et puis ça peut contrecarrer vraiment justement toutes ces questions de peur de ne pas avoir suffisamment de ceci ou de cela. Ça nous amène à nous contenter déjà de ce que l'on a, et ça c'est très très important. Oui, ça réduit le fossé entre ce que l'on veut et qui l'on est. On est plus dans l'être que dans l'avoir. Et oui, en plus ce qui est bien maintenant, c'est que ça commence à être confirmé même par la science. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que ces exercices de gratitude, d'appréciation, où vraiment on se focalise sur ce qui va bien, sur ce qui marche, sur ce qu'on a, ça permet de nous mettre dans de meilleures dispositions pour être bien tout simplement, et ça permet aux personnes d'être moins stressées, de ressentir moins de mal-être, d'être moins déprimées. Donc c'est vrai que c'est un bon exercice, et donc comme tu disais, plus on retrouve cette sécurité en soi, on n'est pas à l'extérieur de soi à vouloir plus de choses ou à se plaindre de ne pas en avoir assez. Plus il y a cette sécurité, plus on va être apte à écouter notre petite voix intérieure, notre intuition. Et tu disais tout à l'heure que déjà on utilise régulièrement l'intuition. Alors comment pourrait-on faire pour reconnaître ces petits moments tout au long de sa journée? Parce que je suppose que si on commence à être attentif à ces petits moments, à cette écoute de l'intuition, on va pouvoir la renforcer aussi. Oui, justement ça peut être je vais donner un petit exemple de détail du quotidien qui est vraiment basique. Par exemple, le matin, lorsqu'on va choisir une tenue, qu'on soit homme ou femme, il y a une petite question, et on ne se rend pas compte qu'on se pose cette petite question, c'est quelle peut être la tenue dans laquelle je vais me sentir bien. Et en fait, c'est ça, c'est que l'intuition va tout de suite se déclencher dès qu'on a cette question de qu'est-ce qui va me faire du bien. Que ce soit justement pour choisir une tenue, que ce soit pour le repas du midi par exemple, bien souvent on peut avoir cette idée-là à l'esprit sans qu'on s'en rende compte en fait. Et pour amplifier et justement
accentuer cette intuition, ce que je conseille aux personnes et puis à mes élèves aussi, c'est de suivre des petits messages ou des petites intuitions ou des éléments, des informations qu'on croit être de l'intuition pour les vérifier. Parce que, en fait, chaque fois qu'on est en phase avec une intuition, et ça c'est un élément, un des paramètres essentiels, c'est que en suivant une intuition, en fait, des résultats positifs vont aboutir. Ça, c'est un des critères. Et si on a suivi un message, par exemple, on a cru que c'était une intuition, et que ça a compliqué les choses, à ce moment-là, pour moi, dans mon expérience, c'est que c'était pas de l'intuition. C'est que ça pouvait être un désir, c'est que ça pouvait être le mental, c'est que ça pouvait être une émotion, mais pas de l'intuition. Parce qu'elle, comme on a dit au début de l'interview, son but, c'est de nous mettre en lien avec des éléments qui sont bons pour nous. En fait, c'est comme si l'intuition, c'était notre allié. C'est comme si c'était notre connexion avec nous, notre voix du cœur, la voix de l'âme, qui ne cherche en fait qu'à nous combler, qu'à nous amener vers une réalisation, qu'à nous amener vers un bien-être, vers des éléments positifs. C'est comme si on a notre... quelquefois on parle de la voix du cœur, on a à l'intérieur de nous en fait notre super guide. Et le super guide, c'est notre meilleur allié. Et il ne veut que des choses bonnes pour nous. C'est comme si au plus profond de nous, alors là la neuroscience elle nous dit cela aussi, c'est que nous avons tous les paramètres, les critères et nos codes de bien-être. C'est comme si, au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. La seule chose, c'est est-ce qu'on est assez disposé pour entendre ces informations-là. Et quelquefois, justement, quand on n'est pas assez, peut-être en amour de soi-même, eh bien, on va prendre des décisions qui vont compliquer les choses, qui vont nous amener vers des difficultés, vers des contrariétés, des mal-être. C'est pour cela qu'en travaillant sur l'intuition, en fait, c'est vraiment une rencontre avec soi, avec sa propre intimité, avec sa propre sagesse que l'on fait. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un chemin, c'est une voie, c'est un chemin magnifique de retrouvailles avec soi, en fait. C'est bien plus une aptitude... qu'une ressource à cultiver en fait. Oui, en plus il y a une notion d'expérimentation et c'est une capacité qu'on va expérimenter, qu'on va développer, qu'on va renforcer. Et comme tu le disais, le fait de le faire, de voir, voilà, lorsque je suis mon intuition, voilà tel résultat. Lorsque je ne suis pas trop sûr, que je vais à l'encontre de mon intuition, voilà un autre résultat. À force de faire cela, on va vraiment voir que ça marche, on va développer cette confiance en nous. Et il y a d'ailleurs sur la page Facebook, je leur ai dit qu'on allait bientôt faire un entretien avec toi et j'aurais proposé de poser quelques questions. Et il y a Patricia qui pose une question qui parle aussi de cette notion de est-ce que c'est notre intuition ou est-ce que c'est notre ego ou nos frustrations ou nos peurs, et elle demande comment être sûr que c'est notre intuition qui parle et non notre ego. Donc je pense que tu as un peu répondu en disant que c'est le résultat qui va déterminer si c'est notre intuition ou pas. Voilà. Et en amont peut-être, une des clés aussi, c'est, comme l'évoque Patricia, c'est entrer de plus en plus dans une connaissance de soi, de notre propre fonctionnement. Pour déjà que je puisse repérer, par exemple, quand je suis plus dans mon mental ou dans mon ego, ou quand je suis dans mon intuition, parce qu'il y a des critères. Plus je vais être bien en contact avec moi, plus je vais me connaître, je vais repérer quand c'est la voix de mon intuition qui va me guider. Il y a une sonorité particulière, par exemple, ou quand ça va être un autre message, parce qu'en fait, on a à peu près 70 000 pensées par jour. Alors, effectivement, comment faire le tri pour repérer le message intuitif ? C'est pas forcément évident, et c'est par la connaissance de soi que l'on peut repérer quand c'est par exemple la voix du mental, ou la voix du désir, ou la voix du saboteur, parce que quelquefois c'est ça aussi, on a la voix du critique intérieur aussi, qui nous empêche de prendre la bonne direction. Donc c'est cette connaissance de soi qui nous permet de faire une distinction entre qu'est-ce qui est en train de parvenir à ma conscience. Donc ça c'est pour la voix, le côté auditif. Pour les personnes qui sont kinesthésiques,
Donc c'est le ressenti. Là aussi, c'est important de bien se connaître parce que quelquefois, on confond une émotion avec une intuition. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux ressentir l'état d'une personne, ressentir qu'il faille prendre cette décision ou telle autre. Et quelquefois, je peux sentir comme si j'avais une peur. Et en fait, on me propose quelque chose. Je donne un petit exemple. On me propose un projet ou quelque chose, et à ce moment-là, j'ai peur. Et quelquefois, les personnes qui n'ont pas fait assez de travail sur leur propre émotion peuvent prendre cette indication de peur comme une intuition qui dit non, n'y va pas. Et c'est là où faire un travail intérieur est important pour dompter ses propres peurs, pour simplement savoir repérer quand mon intuition me dit sois vigilante. Quelquefois, on fait une confusion entre sois vigilante dans ce qui t'est proposé avec une peur où on dit oh ben non, c'est que c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est pour ça que ce qui est essentiel, c'est de faire donc ce travail pour, disons, assainir, alléger son mental, mais aussi alléger tout le plan émotionnel. Parce qu'un des plus grands freins à l'intuition, ce sont les émotions négatives et les croyances négatives qu'on entretient à notre sujet. Parce qu'en fait, c'est comme si ça fermait le canal de l'intuition et ça nous amenait à vivre en fait des vies plutôt restrictives. Parce que si à l'intérieur de moi j'ai beaucoup de peur, en fait, je vais fermer beaucoup de pans de ma destinée. C'est là où dans tous à la fois mes travaux, dans mes ouvrages, il y a toute une partie des chapitres qui sont consacrés au travail sur soi. Je n'ai pas trouvé d'autre cheminement pour cultiver l'intuition que d'avoir cette partie-là, parce qu'en fait, c'est plus je vais réduire mes propres freins intérieurs, plus en fait je vais m'ouvrir à mes possibilités, plus je vais m'ouvrir à mes qualités, à mes ressources et à la capacité d'oser prendre des chemins qui sont les moins évidents peut-être, les moins fréquentés peut-être aussi. Comme à titre d'exemple, comme ça m'est arrivé aussi quand j'ai eu autour de 40 ans, donc j'étais thérapeute, j'animais des stages, donc j'ai été vraiment très comblée dans ma vie, satisfaite de ma vie. Et puis j'ai eu cette intuition, ce désir profond de partager en fait le fruit de mes connaissances et puis de mon expérience au travers de l'écriture. Et donc là, il m'a fallu faire un travail sur moi, justement sur mes propres freins. Même si j'étais thérapeute, même si j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, mais quand j'ai eu cette idée, cette intention d'écriture, eh bien, j'ai rencontré des freins qui étaient contraires justement à ce projet-là. Et là, ça m'a appris beaucoup. Qu'en fait, quand on a un rêve ou quand on a un désir ou quand on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, eh bien, c'est que ça fait partie de notre destinée. C'est qu'on a la possibilité, si on travaille là-dessus, d'ouvrir un nouveau pan de la destinée. Donc là, j'ai dû faire à nouveau un travail pour libérer ma créativité, pour m'autoriser. Et donc, ça, c'était un des points pour la confiance en soi, c'est se donner la permission. Se donner la permission d'accomplir un projet, même s'il semble être ambitieux. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que bien souvent, on vit d'une manière beaucoup plus petite que l'on est. C'est parce qu'on a beaucoup d'auto-jugement sur soi-même. Et c'est un peu le but du travail sur soi. C'est se libérer de toutes les contraintes, de toutes les images qu'on a intégrées, qu'on a reçues au sujet de soi et qui n'est pas nous dans notre profondeur, dans notre vérité. Oui. Et c'est aussi ça, je crois, le travail sur soi, c'est retrouver notre vérité, retrouver vraiment le but de notre vie. Ce pourquoi on est arrivé au monde,
Et c'est un peu comme tu disais, Motassem, au départ, c'est peut-être retrouver notre âme et son grand projet. C'est comme si on a tous un projet d'âme qui nous est particulier, et que ce soit la méditation, que ce soit le travail sur soi, le même principe est là, c'est retourner dans notre cœur, dans notre vérité intérieure, dans notre profondeur, pour réactualiser ce plan d'âme, ce plan de vie, si vous voulez. Oui. Hein, d'où ce contact que l'on a avec notre propre sagesse intérieure, en toute modestie, hein, mais c'est cette zone qui n'a rien besoin de prouver, en fait, qui a simplement besoin d'être généreuse et de nous montrer combien on a à offrir, en fait, au monde. Et en plus, qui peut nous montrer des voies inimaginées ou qu'on n'a pas pu anticiper ou vouloir, parce que comme tu l'expliquais, je pense que c'est vrai qu'on a tendance à reproduire le passé, parce que c'est un peu la sécurité, on reproduit le modèle de notre éducation, de nos parents, de notre culture, et tout cela parce que c'est souvent toujours cette recherche de sécurité. On ne s'autorise pas forcément à sortir de ces sentiers battus, et alors que quand on se reconnaît à soi, c'est là où des vrais changements peuvent venir, des vraies propositions, des directions complètement nouvelles peuvent apparaître, seulement si on est capable de s'écouter, parce que si on continue à être dans la peur, dans la sécurité, dans la recherche de la sécurité, on va tout simplement reproduire ce qu'on connaît, parce que c'est ce qui va le plus nous rassurer. Et ensuite, il y a autre chose que tu disais et sur lequel j'ai bien raisonné, c'est par rapport au sensoriel. C'est vrai que personnellement, si je dois prendre une décision, si j'ai un choix à faire, professionnel, personnel, un grand ou un petit choix, disons un grand choix, si je sens que le corps commence à se crisper, c'est que le mental est vraiment en mode suractif, il se projette, il ne sait pas, il essaie de mesurer le pour et le contre, parfois il est excité, il est motivé, d'autres fois il s'inquiète, et je peux sentir au niveau du corps, et pour moi c'est mon indication que mieux vaut faire une pause, les questions sont posées, je vais essayer de respirer, de me libérer de cette crispation, de ressentir un peu de l'expansion dans ma respiration, dans ma poitrine, et ensuite c'est là que la réponse va apparaître comme de nulle part. C'est pas quelque chose qu'on va chercher, qu'on va s'acharner à trouver. C'est un ressenti, c'est une pensée, c'est des mots. Et voilà, comme tu le disais, c'est vraiment c'est quelque chose de corporel qu'on peut vraiment ressentir entre la douceur de la réponse comparée à la crispation que le corps peut manifester parfois lorsqu'on va trop chercher avec le mental. Oui. Peut-être un des points aussi dans ce que tu dis, ça me fait penser, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit quand tu en parlais, un des indicateurs aussi, un terme que je n'ai pas à prononcer encore, c'est la fluidité. Voilà, nous avons à ressentir cette fluidité, que ce soit de l'esprit et de l'émotionnel aussi. Hein, et effectivement, quand on ressent cette crispation-là, hein, ça nous indique effectivement que nous ne sommes plus dans cette ouverture de réception d'informations. On est dans nos propres mécanismes intérieurs. Donc là, effectivement, comme tu dis, il fallait faire une balade, il faut appuyer sur pause, aller respirer, se changer les idées et aller marcher, parce que ça, c'est aussi quelque chose que l'on a à disposition. En allant marcher, c'est comme si on remettait tout notre système intérieur en route et on se remettait en fait en mouvement, et ça nous décrispe, et ça décrispe notre esprit et aussi notre émotionnel. Ça, j'ai remarqué ça aussi. Oui. Alors, j'ai une autre question qui vient aussi des lecteurs du blog, notamment de Guillaume, qui demande quel est le lien entre l'intuition et la loi d'attraction ? Alors, le lien entre les deux... Je dirais, on peut le formuler autrement, comment le fait de suivre son intuition, ça va nous aider à attirer ce qui est important pour soi. Oui, parce qu'il y a un lien. Alors justement, j'ai suivi aussi une formation en loi d'attraction, parce que tous ces thèmes m'intéressaient aussi, hein, tout ce qui est lié donc au destin, peut-on changer le destin, est important. Et en fait, c'est comme si l'intuition me permet de mieux agir sur l'existence,
Et justement, en étant à l'écoute de mes propres réponses, hein, c'est comme si, en fait, ça me permettait de changer mon état d'être intérieur pour attirer des situations et des personnes qui sont beaucoup plus en résonance avec moi. En fait, la loi d'attraction, c'est comme si, avec mon intuition, j'entre pleinement dans la loi d'attraction. J'en utilise les paramètres. Hein, parce que moi, je m'inscris aussi dans cette idée, dans cette philosophie-là, que la vie extérieure est en résonance avec mon monde intérieur, qu'il y a un lien très très étroit entre les deux, et que en fait, moi, je l'ai remarqué chez moi, chez mes patients, chez mes lecteurs aussi, combien en fait la vie extérieure est en résonance avec soi, et que s'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie concrète et extérieure, à ce moment-là, le seul moyen pour changer les choses, c'est d'aller à l'intérieur de moi, changer mes données à l'intérieur. Hein, parce que c'est comme si tout ce que je rencontre dans la vie à l'extérieur, ce sont des paramètres qui m'appartiennent et qui ont été projetés dans la réalité, qui se sont matérialisés. Et donc il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore qui est coïncidence et synchronicité, hein, les travaux de Carl Gustav Jung, hein, dont je me réfère beaucoup dans mes travaux, hein, c'est que en fait, en étant en lien avec notre intuition, on peut repérer ces fameuses, ce sont comme des balises en fait, ces synchronicités, ces coïncidences qui me montrent que je suis sur la bonne voie. En fait, c'est comme si l'intuition m'ouvre en fait au champ subtil de la vie, hein, à tout ce que la physique quantique nous apprend actuellement, que tout est information. En fait, c'est ça. La vie extérieure, les situations, les faits et même les objets, tout ce qui est matière, est information. Comme moi-même, hein, comme chacun d'entre nous, nous sommes des véhicules d'information. Et par exemple, lorsque je cultive en moi des idées négatives à mon encontre, des croyances négatives, c'est comme si ça, c'est de l'information que je projette à l'extérieur et ça devient réalité sous la forme d'un problème, par exemple. Et c'est ça que je trouvais vraiment passionnant aussi dans le travail intérieur et qui montre toute la puissance qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que la loi d'attraction, elle nous apprend quelque chose d'intéressant, c'est que lorsque quelque chose ne nous convient pas, eh bien, c'est un message pour que nous travaillions sur ce point-là à l'intérieur de nous. C'est qu'elle nous renvoie un message, elle nous renvoie une information négative qui me montre que j'ai à travailler sur moi-même et qui me montre combien je suis créateur et donc créatrice de ma vie. Et du coup, ça m'invite à moins accuser autrui ou accuser la vie d'être méchante ou quoi que ce soit, même si la vie collabore avec moi, hein, tout le monde est acteur. C'est comme si, en fait, on joue tous une grande pièce de théâtre. Et que moi, en tant que personne, je donne, en fait, je donne les rôles à chacun. Et plus je vais me transformer moi-même, plus je vais donner de nouveaux rôles aux autres. Et donc, lorsqu'on est dans cette conscience intuitive, dans cette conscience de soi-même, et d'avoir un rôle créateur, à ce moment-là, donc ça me redonne, disons, une pleine puissance créative. Et du coup, hein, je peux me sentir un petit peu moins victime des autres de la vie. Et du coup, je peux me dire, bah, tiens, si telle personne agit de cette manière envers moi-même, en quoi, hein, la juste question, c'est de me demander en quoi je suis à l'origine de cela, plutôt que de dire bah, elle est ceci, elle est cela, donc là je suis plutôt dans le jugement, la critique, et j'ai remarqué que ça n'avance à rien, même pas dans la relation, ça la complique la relation, mais plutôt d'entendre, tiens, elle me renvoie ça, ça ne me plaît pas du tout, mais finalement, ce qu'elle me renvoie, ça me touche où à l'intérieur de moi? C'est accroché sur quelle de mes croyances que j'aurais finalement modifiées. Et moi, j'ai remarqué qu'en modifiant ou en désactivant le trait négatif qui m'appartient, hein, c'est comme si hein, je nettoyais quelque chose en moi, et bien à ce moment-là, je n'attire plus ce genre de remarques ou de critiques.
Oui, ou Et là, parfois, ça, je trouve que c'est fabuleux. c'est vrai, ou parfois le simple fait d'en prendre conscience qu'on a ce trait en soi, de mettre la lumière dessus suffit pour ne plus s'accrocher, Voilà, ne c'est la plus mettre de conscience. l'énergie, voilà, pour l'ignorer, et on le voit et il suit son chemin. Très bien. Alors, Voilà. tu proposes un exercice qui va aider les personnes à déterminer quel type d'intuitifs ils sont, à quel degré ils utilisent leur intuition au quotidien. Donc ça, c'est un exercice, c'est quoi? C'est sous forme de questions que les gens... Il y a des questions auxquelles les gens vont Oui. répondre. Alors, c'est un test. C'est un test. C'est un test justement qui met en lumière notre manière de fonctionner sur les 3 registres, hein, le registre visuel, auditif et kinesthésique. Donc, je vais vous inviter, si ça vous intéresse, donc d'imprimer ce test et de le remplir. Hein. Il y a des cases à cocher, des petits calculs à faire, et ensuite de lire les commentaires parce que ça vous donne simplement déjà un éclairage sur quel est votre canal privilégié. Est-ce que vous êtes plus kinesthésique, auditif ou visuel? Donc déjà, ça c'est intéressant parce que ça peut vous donner une indication sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et puis sur ce qui serait à développer. Hein, parce qu'on a ces fonctions-là à l'intérieur de nous, hein, ces différents sens qui sont présents en nous. Et en lisant les commentaires, hein, vous pourrez mesurer là où vous en êtes actuellement et ce que vous avez en fait à développer. Et en refaisant ensuite ce test-là quelques mois après, vous pourrez vous rendre compte que eh bien, le résultat a pu se modifier. En fait, ça vous donne des outils pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre intuition et puis des petits paramètres sur comment vous pouvez le développer davantage. Très bien. Ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Je vous mettrai l'exercice sur la page de cet épisode que vous pourrez retrouver sur Pratiquer la méditation en regardant la rubrique podcast. Et donc, c'est le podcast avec Vanessa sur l'intuition. Alors, Vanessa, tu proposes aussi un cours en ligne sur la plateforme WeLearn. Alors ça, c'est une plateforme que je recommande régulièrement. On en avait parlé il y a une semaine à peu près avec Dominique Lanchamp qui lui aussi proposait un cours. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cours, à qui il s'adresse et quel est son objectif? Donc c'est un cours comment dire, qui est d'une durée de 2 heures et qui est fragmenté en petits cours d'à peu près 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Hein. Ça a été fractionné de cette manière-là pour pouvoir assimiler les informations que je donne. Donc il permet de mieux comprendre ce que c'est que l'intuition, parce que vous avez vu au travers notre discussion, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc dans ce cours, je donne des éléments essentiels à savoir pour, comme Patricia demandait tout à l'heure, comment bien repérer l'intuition. Donc là, je mets en évidence, en lumière, tous les paramètres de ce que c'est que l'intuition, de sa manière de fonctionner aussi. Hein, on a simplement, nous, ensemble, abordé ce sujet-là. Et puis, je donne aussi une technique de base qui est une méditation guidée que je guide moi-même dans ce cours-là pour permettre aux personnes d'être en contact consciemment avec leur intuition. Hein, c'est un moyen, une méthode qui s'appuie aussi sur la respiration, sur la présence à soi et sur des suggestions que je donne pour se familiariser avec son propre fonctionnement de l'intuition. Donc voilà, l'objectif de ce cours qui dure 2 heures, c'est se familiariser, c'est commencer, parce que c'est l'objectif, se familiariser avec son propre fonctionnement de l'intuition pour savoir comment entrer en contact avec sa propre intuition. Donc je guide personnellement cette visualisation guidée pendant le cours. Donc les personnes ont juste à être en réceptivité, en réception par rapport à cela. Parfait. Je mettrai aussi le lien de ce cours sur la page de cet article, de notre épisode. Alors pour finir notre entretien, on va finir avec 3 petites questions.
Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est quel est le rituel que tu fais au quotidien qui te fait le plus de bien? Alors, celui qui me fait le plus de bien, je l'ai fait tout à l'heure comme je le fais chaque matin. En fait, j'ouvre mes volets et le rideau en me levant. Et le premier petit acte que je fais, c'est que je suis dans la gratitude de cette journée, de ce que je vois, parce que j'ai la chance et puis la possibilité en fait de vivre en pleine nature. Et donc quand j'ouvre mes volets et mes rideaux, je vois cette nature et je remercie de ce que je vois, quelle que soit la saison, parce que je m'émerveille. De voir les oiseaux qui arrivent, la nature qui se modifie au fil des saisons. Et c'est mon premier petit rituel, c'est d'éprouver de la gratitude et de remercier pour cette journée qui s'annonce. Quel que soit le temps, hein, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien chaque matin. Très bien. Ensuite, deuxième question, seconde question. Est-ce que tu as un auteur qui t'a particulièrement marqué, que tu apprécies particulièrement? Un auteur ou un enseignant? Alors, quand on a évoqué cette idée de livre, en fait, ce que je vais reprendre, ce sont, alors, si je peux me permettre, hein, deux livres que je viens de lire et un que je suis en train de lire. Alors, je vais vous les montrer parce que je les ai apportés là. Donc, c'est pas qui m'ont marqué forcément dans le temps, je suis restée dans le moment présent. Alors, il y a un roman que je voulais vous partager, donc de Amélie Nothomb, et qui s'intitule Riquet à la houppe. Donc, c'est un roman qui met en évidence le lien, le rapport que l'on a avec l'image de soi. Elle a deux personnages dans ce livre, deux personnages dominants. Un personnage qui est un petit enfant, donc un bébé qui arrive au monde et qui est très laid, qui tourne autour donc de ce thème de la laideur, et une petite fille qui naît et qui est très très belle. Et c'est tout ce rapport dans cet ouvrage qui est mis en lumière sur la manière dont on vit l'estime de nous au travers l'image que l'on a sur soi, et comment être et vivre l'acceptation de sa propre image, et comment le monde est extrêmement critique. Et même si ce n'est pas un ouvrage de développement personnel, elle met en lumière des éléments très très intéressants pour faire la paix avec soi-même, quelle que soit l'image que l'on a. Et j'ai trouvé ça très intéressant, je viens de le terminer, c'est pour ça que je voulais le partager, parce que c'est très frais en moi. Et même si le sujet peut sembler assez hard au niveau émotionnel, elle écrit d'une telle manière qu'on ne se sent pas touché ou mis mal à l'aise, quel que soit le sujet qui est abordé. Alors j'ai trouvé ça formidable. Je sais qu'elle n'a pas besoin de publicité parce qu'elle fonctionne très bien, cette femme, mais je voulais quand même la mettre à l'honneur parce que elle m'a touchée positivement ces derniers jours. Alors je voulais vous le partager. On mettra le lien aussi de ce livre. Il y a ça. Et puis, trois personnes aussi qui me touchent et qui n'ont pas besoin de publicité non plus, mais voilà, c'est très actuel. Donc, c'est Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard qui ont écrit Trois amis en quête de sagesse. Alors là, je suis en train de le lire. Et en fait, en regardant leur quatrième de couverture, je vais dire simplement une petite phrase qui est marquée, c'est « Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre ». Et en fait, c'est grâce à leur sensibilité, la sincérité et leur approche très variée, comme on l'a fait tout à l'heure dans notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a une approche psychologique avec Christophe André qui est psychiatre, l'approche philosophique avec Alexandre Jolien qui est donc philosophe, et l'approche spirituelle avec Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste et ancien scientifique. Donc ce sont ces trois approches-là au sujet de la vie, de tous les thèmes qui nous correspondent et qui nous parlent,
qui est traduit dans ce livre et écrit d'une façon tellement simple qu'on plonge dans le livre et qu'on en ressort avec non pas des questions mais plein de réponses. Et je suis en train de le lire et je le trouve extrêmement nourrissant. Et je me retrouve dans beaucoup, beaucoup de choses qu'ils disent et je dis un grand chapeau à leur sincérité parce qu'ils parlent d'eux d'une manière très vraie, très authentique et dans leur côté le plus sombre d'eux-mêmes aussi. Et ça, je trouve ça formidable chez un auteur, d'accepter de se dévoiler autant. Je dis chapeau. Très bien, merci pour ces Voilà. excellentes suggestions. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est quel est le conseil que tu as tendance à donner le plus souvent ou quel est le conseil qu'on t'a donné qui t'a le plus marqué? Et alors, ce conseil, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui est un petit peu en lien avec la loi d'attraction. C'est quelque chose qui est même devenu une conviction à l'intérieur de moi. C'est si tu as un désir, un rêve qui te semble réalisable, à ce moment-là, mets tout en œuvre pour l'aboutir parce que ça signifie, hein, s'il est bien accroché, enraciné en toi, ça signifie que tu as la possibilité de l'aboutir et de le concrétiser dans la vie. Donc pour moi, c'est un message d'espoir en fait, c'est que quel que soit notre vœu et même notre projet, même le plus ambitieux, s'il est bien ancré en nous, c'est qu'on peut tout à fait le concrétiser dans la vie. Ça veut dire qu'on a un pouvoir créateur fabuleux, autant s'en servir pour créer notre vie plutôt que d'aller à l'encontre de nous-mêmes. Donc c'est un message pour utiliser et c'est un message pour qu'on ose vivre la vie que l'on souhaite vivre, en fait. C'est ça, c'est vis ta vie telle que tu la souhaites, et parce que c'est bien comme ça, et parce que c'est ton chemin, et c'est ton âme qui l'a décidé, alors accomplis-toi. Voilà, c'est fais ce qui est au plus profond de toi. Merci pour ces très belles paroles de fin qui sont inspirantes. Et merci pour ta participation, Vanessa, à ce podcast. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes futurs livres, parce que je pense que tu ne vas pas t'arrêter d'écrire dans tes projets et dans tes futurs projets. Et je vous mettrai tous les liens qu'on a abordés sur la page de cet épisode. Vanessa, merci encore une fois d'avoir participé à ce podcast. Et je te dis à très bientôt. Merci à vous et belle vie à chacune et chacun. Merci Moutassem. Au revoir.